j'aime ça. People go and Israel was in the land. let my people go Was so hard they could not stand. let my people So go the Lord said, go down. go down Moses Moses went down in the land. Tell all Pharaoh Pharaoh my people go. let my people go. Moses went to in the land. Je tiens d'abord à remercier Madame Paul Angevin d'être à nouveau parmi nous. Voilà, c'était là, il y a 2 ans, effectivement, elle était avec nous pour honorer tout ça l'ouverture. Donc, merci beaucoup d'être encore avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, chaque année, le collectif des associations Devoirs de mémoire commémore l'abolition de l'esclavage et organise son devoir de mémoire en partenariat avec la ville de Nanterre, profondément attachée à cette notion de mémoire. Donc l'édition 2015 portera sur l'histoire de la musique à travers l'histoire de l'esclavage, ou la transformation de la calebasse à travers le temps et l'espace. Il est de notre devoir de nous souvenir de cette horrible réalité, celle de villageois vivant dans la peur, enlevés en masse, privés de leur identité, celle de tant d'hommes et de femmes entassés dans des bateaux où plus d'1 sur 10 mouraient. Celle d'hommes et de femmes vendus comme du bétail, exploités dans des conditions inhumaines. Il nous faut aussi rappeler que la plupart des puissances européennes se sont livrées à la honteuse traite des Noirs. Cet immonde commerce triangulaire n'avait de sens que parce qu'une partie de l'humanité assimilait l'autre à une marchandise, au seul motif de sa différence. En 1685, le Code noir promulgué en France définissait même l'esclave comme un bien meuble. Nous devons nous rappeler que l'esclavage s'appuyait sur une justification, le racisme institutionnalisé. En pleine période dite des Lumières, l'esclavage a donné corps aux thèses racistes les plus insupportables, car il a fallu justifier l'injustifiable. Mesdames et messieurs les habitants de cette belle commune, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui parmi vous, une deuxième fois, pour commémorer les victimes de l'esclavage et de la traite négrière. Je n'ai pas pu être présente dans les jardins du Luxembourg le 10 mai dernier, comme nous le rappelait Madame la secrétaire générale du CNMHE, car je me trouvais à Pointe-à-Pitre pour l'inauguration de ce très beau monument qui a été édifié par la région Guadeloupe et l'État en souvenir des victimes de l'esclavage. Et c'est un lieu qui est à la fois très beau, magnifique, mais qui est édifié à l'endroit où des générations d'esclaves ont débarqué, ont souffert, qui est édifié aussi à un endroit où, ultérieurement, avec l'usine d'Arboussier, des générations de travailleurs ont peiné pour pouvoir sortir le jus de la canne. Donc c'est à la fois un lieu de souffrance, mais aussi un lieu qui aujourd'hui célèbre la beauté et célèbre les créations qui sont venues de ces civilisations issues de l'esclavage. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit, c'est vrai, d'oublier ces victimes. Car, comme on le dit souvent, oublier, c'est faire mourir une seconde fois. Donc, il nous appartient, par ces hommages, de rendre à ces victimes enchaînées, exploitées, martyrisées, la dignité dont les esclavagistes avaient cherché à les priver. C'est faire de notre mémoire le tombeau pour tous ceux qui ont été privés de sépulture. Je suis, comme un certain nombre d'entre vous, descendante d'esclaves, et je crois que nous ne devons jamais confondre la mémoire et l'identification. Parce que nous sommes nés de cette histoire.
Donc nous sommes nés des victimes de l'esclavage, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas nous qui sommes les victimes. Par conséquent, il me semble que le respect que nous devons à tous ceux qui ont été humiliés, jetés par-dessus bord, piétinés par l'histoire, c'est effectivement de bien dissocier ce que nous sommes aujourd'hui de ce qu'ils ont été et des souffrances qu'ils ont endurées. J'étais, il y a une quinzaine de jours, à Dachau, sur les lieux du camp de concentration. Et là aussi, on a vu des hommes faire honte à l'humanité, vandaliser et saccager d'autres hommes, mais en même temps, on se disait, en étant sur ces lieux tragiques, on se disait qu'on peut difficilement comprendre comment on a pu en arriver là. Et même si nous voulons prendre sur nous une part de la souffrance que ces victimes ont endurée, eh bien, ce n'est pas possible. Même si nous voudrions alléger ceux qui sont morts d'une part infime de ce qu'ils ont subi, nous ne le pouvons pas. Nous voudrions que notre chagrin et notre peine puissent être à la hauteur de ces catastrophes, et nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons que peu de choses. Nous ne pouvons que rendre hommage à ces hommes, ces femmes et ces enfants que nous n'avons pas connus. Mais ne nous laissons pas emmurer dans un passé sur lequel nous n'avons plus de prise. Ce que nous pouvons, ce que nous devons aux victimes, ce que nous devons à nous-mêmes, c'est d'exercer une vigilance sans relâche pour que des crimes de même nature ne puissent plus se reproduire. Ce que nous pouvons, ce que nous devons, c'est également de nous opposer à tous ceux qui livrent aujourd'hui des êtres humains à un sort similaire à celui des esclaves. Et vous avez bien fait, Madame la Présidente, de rappeler ces hommes et ces femmes pour qui aujourd'hui la Méditerranée est devenue un véritable tombeau. Ce que nous pouvons faire, c'est combattre sans relâche le racisme, la discrimination, la volonté de séparer, la volonté d'humilier. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans notre pays et dans les pays avoisinants, cette tendance de pensée est encore trop présente. L'avenir, écrivait Aimé Césaire, n'est rien si on ne se souvient pas. Le philosophe disait aussi, une civilisation qui oublie son passé est condamnée à le revivre. Un avenir sur lequel l'histoire ne projetterait pas son ombre serait condamné à la perte et à l'insignifiance. Un présent qui ne tirerait pas enseignement des éclats comme des désastres du passé vouerait à l'échec son propre avenir. Si ce passé terrible n'est pas dit, n'est pas élucidé, n'est pas mis en commun, il continuera à entretenir les blessures, les dissensions et les replis sur soi. La tentation est toujours grande pour un peuple d'enterrer ce qu'il voudrait n'avoir jamais existé. Mais la France est une nation suffisamment fière, suffisamment forte, suffisamment courageuse pour se regarder en face, pour se retourner sur son histoire et assumer sa part de désolation. Nous savons que le passé ronge le présent avec d'autant plus de hargne et de férocité qu'il est refoulé. Nous ne voulons pas de passé qui ne passe pas. Nous devons assumer notre passé désuni si nous voulons assurer notre avenir commun. Nous sommes dans une période historique où cette mémoire de l'esclavage voit seulement le jour, ose seulement depuis quelques années s'exprimer librement. Nous constatons les crispations, les colères et les rancunes. Mettons en œuvre tout ce qu'il nous est possible de faire pour les apaiser, mais ne nous en alarmons pas. Le travail de mémoire et le travail de deuil arrivent bien plus tard qu'il n'aurait dû l'être. Il n'est pas souhaitable, mais il est humain qu'il entraîne à sa suite des colères. À mesure que ce travail avancera, que ces blessures pourront être reconnues et pourront être dites, ces colères s'apaiseront. Ce travail de mémoire, nous avons à le construire en commun. Il n'y a pas d'un côté la mémoire des uns et la mémoire des autres. L'histoire de l'esclavage n'est pas l'histoire des descendants d'esclaves, pas plus que la Shoah ne serait seulement celle des enfants ou des petits-enfants de déportés. Le peuple français est un. C'est l'histoire de notre République. Nous devons continuer à faire en sorte que cette mémoire devienne un bien commun et un patrimoine de vigilance pour nous tous et pour les générations futures. Que tous ceux dont les parents, les grands-parents, les ancêtres ont été suppliciés par l'histoire cessent leurs oppositions aussi stériles que sacrilèges. Qu'ils cherchent au contraire, dans leur peine et dans la détresse de ceux qui les ont précédés, un lieu de reconnaissance et de solidarité. Ne laissons pas les grands hommes, les grandes œuvres de l'esprit et de la culture
les grandes réalisations, être traité à égalité avec ce que l'humain a eu de pire. Donc rappelons aussi que les descendants d'esclaves ne sont pas seulement ce que leurs ancêtres ont souffert, mais aussi ce que leurs ancêtres ont accompli, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont forgé, ce qu'ils ont créé. C'est vrai que nos sociétés ultramarines sont issues de cette histoire tragique, mais ce sont des sociétés aussi où on a bâti, où on a créé des cultures qui ne sont pas réductibles à tout autre. Ce sont des sociétés toniques, des sociétés jeunes, des sociétés joyeuses. Et par conséquent, ça aussi, c'est un héritage que nous ont transmis de nos ancêtres. Passage là difficile, mais pas ni d'autre manière. Faut couper en founet, oh oui, accepter gros diffé. Assis dans la vie, faut aller vite devant. Tout devant, rien derrière, oh oui, soleil toujours levé. Ouais, misère, c'est pas mort, pas mort, pas mort. Et oui, souffert, c'est vivre. C'est pas pour première fois. Non, qu'à tomber l'état, en ouais, go bâtiment, en ouais, go sous-marin, dans l'ancien torpillon, yo pas touché pour moins, mais yo fait les chez moins. Les monuments, yo carré tracé, les statues, yo ka déplacé, en chef, les pas facile pour gérer, mais ça qui savent ça qui passe, ça passe. Les animaux courent et quoi bien la boue. Là, il y a beaucoup qui faut au sein. En chef, les pas facile pour gérer, mais ça qui savent ça qui passe, ça passe. Et c'est pour qui un caddie dans la vie. Et c'est pour qui un caddie dans la vie. Et c'est pour qui un caddie dans la vie. Et c'est pour qui un caddie dans la vie. Et c'est pour qui un caddie dans la vie. Et c'est pour qui un caddie dans la vie. Un petit mot pour OM5 TV. Eh bien, pour dire que c'est toujours avec plaisir que je viens ici à Nanterre, où il y a des associations qui sont extrêmement dynamiques. Il me semble que nous avons chaque année à marquer ce temps de mémoire, ce qui se fait ici, mais en même temps l'utiliser non pas pour se complaire dans une victimisation et surtout dans une opposition des mémoires, mais pour essayer à partir de ces histoires qui sont les unes et les autres souvent difficiles, essayer de bâtir notre avenir commun. Et je crois qu'ici à Nanterre, c'est bien dans cet esprit-là que les choses sont faites. Il s'agit de rappeler toujours qu'en définitive, la lutte contre l'esclavage et la lutte pour la République ont toujours été de pair, et que c'est pour ça qu'on peut dire que les ultramarins qui sont issus de l'esclavage sont vraiment des enfants de la République. Mais merci Madame la Ministre. C'est encore une belle journée à Nanterre pour la commémoration de la fin de l'esclavage. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui encore à Nanterre, il y a beaucoup de monde divers. Évidemment, nos amis issus des territoires et départements d'outre-mer, mais des habitants dont les parents étaient originaires d'Algérie, d'autres de Bretagne, d'autres d'Italie, d'Espagne, voilà, de tous les d'Afrique. Donc c'est un peu le Nanterre de toutes les couleurs qui aujourd'hui commémore cette fin de l'esclavage, et c'est un moment maintenant qui prend place dans
dans la mémoire collective de Nanterre, aux côtés d'autres événements. Et je crois que c'est ça qui est tout à fait important et qui contribue à que cette ville continue de porter des messages de fraternité, des messages d'antiracisme, des messages de tous ensemble, d'une volonté de vivre tous ensemble. Peut-être elle est en train d'apporter ça à toute la métropole du Grand Paris demain. Elle va apporter sa capacité à faire du métissage, à faire des choses comme ça où chacun trouve sa place. Michel Lieu, conseiller municipal en charge de la culture à la ville de Nanterre, et je suis amené effectivement à travailler avec le collectif de Voix de Mémoire, puisque nous avons 6 associations qui se sont regroupées pour mettre en place cette organisation. Certes, ça n'a pas été facile, mais l'essentiel est qu'on a réussi à fédérer autour de la mémoire, et c'est très important. Alors, en voyant tant de personnes, comment dirais-je, est-ce que vous pensiez que ça aurait pris une ampleur Dès le départ, effectivement, on ne pensait pas que ça allait prendre une ampleur, puisque ça fait déjà pratiquement 4 ans que chaque année que nous avons une thématique différente, et de plus en plus, nous constatons effectivement que ça prend une ampleur qui commence à nous interpeller, puisque vu la dimension des locaux, je pense qu'il va falloir, un de ces 4, qu'on essaie de migrer autre part, puisque les locaux sont tellement exigus qu'il faudra qu'on pense réellement à œuvrer autre part. Mais l'essentiel étant que nos compatriotes se rassemblent autour de tout ce qui nous concerne, de tout ce qui nous rappelle ce qu'a été l'esclavage, de tout ce qui rappelle aussi l'esclavage, entre autres, a eu beaucoup de dégâts collatéraux. Donc j'en passe. Donc je laisse le soin à ceux qui se délectent des problématiques de la mémoire, mais je crois qu'avant tout, il est important de nous rassembler autour de ce que nous avons subi. Alors Lina, depuis combien de temps vous écrivez? Depuis 2 ans, je suis à l'écriture, depuis tout petite, mais il y a 2 ans que je suis écrivain, aux éditions J d'encre. Alors, comment est venue cette envie d'écrire? Est-ce que c'est inné chez vous, ou vous avez quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui vous a, incité à écrire? Non, je crois que je suis née avec l'écriture, sur le bout des doigts. Alors, vous êtes aujourd'hui à cette manifestation pour présenter votre 2e roman, ce que je crois. Oui, l'écrivain est le premier dans les champs de fruits sucrés pour ceux et celles qui ne connaissent pas. D'accord. Alors, le 2e roman aujourd'hui parle de quoi exactement? Parce qu'il y a un premier qui sort qui s'appelait L'écrivain, je crois. Voilà. Et le 2e bouquin parle de quoi? Le 2e bouquin, c'est une histoire d'amour qui se déroule à Perpignan entre un écrivain vénitien et une assistante sociale. C'est un vécu ou c'est une fiction? Fiction. C'est la vie quotidienne de tous les jours. Vous dites ça avec un sourire. Je pense que je souris parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître à travers ce roman, L'écrivain. Tout à fait. Alors, comment est perçu votre roman? Est-ce que les gens apprécient? Les gens viennent vers vous pour vous demander, mais comment vous faites? Nous aimons écrire comme vous, mais on a peur. Comment il faut faire? Il n'y a pas de médicaments, il faut aimer déjà écrire. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça fait partie de ma vie quotidienne. Et je leur dis qu'il faut aussi beaucoup de persévérance. Voilà, surtout parce qu'à un moment, on est fatigué aussi, le bout des doigts, on est épuisé. Donc moi, quand j'écris, je ne me rends pas compte de la fatigue, parce que j'aime ça. Est-ce que vous écrivez pour y vivre ou sinon c'est une passion simplement? Vous dites je travaille à côté puis je fais ça à mes heures perdues parce que j'aime écrire? En fait, j'aime écrire, j'écris tout simplement. Donc pour l'instant, non, c'est une passion. D'accord. Mais est-ce que ça vous prend du temps à pouvoir écrire ou vous écrivez quand l'instinct vient? Oui, ça prend du temps parce que L'écrivain, le nouveau roman qui est édité depuis le mois de février, je l'ai écrit le soir. Donc les inspirations sont venues plus le soir, plus fortes Donc c'est vrai que ça prend du temps. Comme je vous dis, il faut aimer. Alors vos bouquins sont disponibles où on peut les trouver? Celui qui est le citoyen lambda, qui veut se procurer de vos bouquins, comment il doit faire? Donc pour avoir mes romans, il faut aller sur le site de J d'encre, les commander, ou encore à la FNAC et Amazon, sur Internet.
ou encore dans les librairies ou les grandes surfaces, les supermarchés. Nous avons Philippe Pilotin là, et qui a fait une exposition là. Alors là, il a présenté nous les différents instruments qu'il portait. Il a quitté le micro avant Philippe et puis expliquer ces différents portés. Eh ben, aujourd'hui, dans le cadre de la commerce de l'esclavage à Nanterre, j'ai fait une mini-exposition pour montrer aux gens quelques instruments qui viennent d'Afrique et qui a donné naissance à ce qu'on appelle chez nous le goka. Et donc, c'est ce fameux instrument-là, ce tambour goka. Ici, on a le fameux djembé qui vient d'Afrique. Djembé qui vient d'Afrique. On a aussi la fameuse koa. C'est ça maman cochon, nous. Ensuite, juste à côté, on a donc ce qu'on appelle le balafon, qui émet un son, voilà. Ce sont des instruments qui se jouent, je dirais, en Afrique, mais pas aux Antilles. Et donc uniquement le tambour, qu'on appelle le goka, qui est un instrument fétiche des Antillais. Et à ce propos, donc, pour faire découvrir à ceux qui sont novices et qui n'ont jamais vu ces instruments, j'ai mis un dépliant, enfin, si je peux appeler ça un dépliant, avec la provenance, le poids pour la plupart des instruments et comment ça se joue. Donc on a ici la koa, on a le balafon, on a le goka donc, qui est portatif et là le djembé. Christiane, tu vas nous montrer les trucs, c'est bien là présenter, quoi présenter, parce qu'il faut dire que pour montrer même si c'est l'abolition, pour montrer les cultures aussi que vous pouvez présenter par peuple là, ou M5 TV ou bien Local 5. Ça c'est un petit coffre, voilà, fait main. Alors je le fais avec de la ficelle et de la peinture. Je fais les cartes. Et le bois c'est quoi? Ben, c'est du pain là. Là c'est du pain. Là c'est la carte de la Guyane, mais ça c'est ma soeur. Ça c'est pas moi. Lorsqu'on dit ma soeur côté puis papa et maman. Hein, bon. Oui, ma soeur Jocelyne qui est juste là. Ben, elle est partie se cacher. Et après il y a... Ça c'est un pot aussi de décoration. On peut mettre des bambous dedans, dans un angle. Ben, il faut bien dire aussi, c'est un style de lampe de chevet. Hein. Ah voilà, oui, la carte de la Guyane, c'est une lampe de chevet. Voilà, et là, nous allons tourner. De la Martinique aussi, c'est une lampe de chevet. Et ça, c'est des pots aussi pour décoration, en bois. Pour mettre quoi, papier Non, voici ce qu'on peut mettre dedans. Nous arrivons en l'œil, ouais. Voilà. Alors, peut-être pour un tableau comme celui-là, je vais montrer parce que c'est la Guadeloupe. Laisse, c'est bon. C'est lourd. Ah oui, alors. Combien d'heures de travail? Ah, combien d'heures? Une semaine j'ai mis pour faire ça. Ni goudron, ni tout le Non, alors ça c'est fait avec du sable. Ouais. Et ça c'est fait avec des feuilles de banane. Et après le bambou. Et le bambou autour. Voilà. Tout ça qui m'adresse, vous pouvez expliquer nous dire ça qu'on va faire? Alors oui, nous avons fait tout ce qui est confection au niveau madras. Nous avons fait nous chouchou en madras, nous panier avec tout ce qui est épices, des paniers d'épices avec décoration madras. On a aussi des petits poupées boules, c'est plus des poupées, on va dire, pour tout ce qui est sujet, décoration, fait en madras, avec toutes les couleurs que vous voyez. Les panoplies de couleurs. On a aussi les bouteilles de décoration qui sont habillées et généreusement avec des seins, un chapeau. Des bouteilles aussi qu'on peut mettre du liquide dedans, ça que vous voulez, comme liqueur. On a aussi les lampes que vous voyez ici, les lampes qui fonctionnent à l'électricité. Ce n'est pas des lampes
des lampes de chevet, on met dans le salon, on met dans la chambre. On a aussi les poupées assises que vous voyez ici, qui servent aussi la décoration. Dans le temps aux Antilles, les gens mettaient ça derrière leur véhicule, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait ça à travers des lunettes arrière. Et aussi on fait tout ce qui est aussi planteur. Ok, on fait tout ce qui est planteur, on fait tout ce qui est liqueur et... Il faut dire avec modération. Hein. Oui, oui, à consommer avec modération. Mais pourquoi dit-nous ça considérer c'est vous qui faites tout ça là? C'est pas moi qui fais tout bien là, mais comme c'est nous à deux, comment dire, il y a quelqu'un qui donne des idées, il y a quelqu'un qui fait la confection. Moi, c'est plus les idées parce que là, c'est très manuel. Et c'est madame là qui a fait ça. Et puis il faut dire que on en met qu'à laver l'autre. Oui, on en met qu'à laver l'autre et on en met qu'à laver en Fidji. Eh bien, Maradou, merci. Bonjour. Bonjour. Eh bien, tu as des pommes cannelle. Tout à fait. Nous expliquer? Ben, ce sont les pommes cannelle de ma maman. Voilà, la spécialité de maman. La voici, elle se cache hein, parce qu'elle est timide. Elle fait aussi du sirop de gingembre. Bon, le fameux sirop de gingembre, regardez, maman là, local, hein. Local, voilà. C'est vraiment local. Exactement. Sans additeur, voilà. Alors, lorsqu'on prend un petit sirop de gingembre, on peut le prendre avec quoi? Un petit chocrite, non? Alors moi, j'aime bien le prendre le matin. Donc, un petit fond de sirop de gingembre avec de l'eau bien fraîche, un peu de citron. Et puis voilà, ça bouge. Et on peut bouger le pot-potin. Voilà, exactement. Alors là, eh bien, merci quand même pour le passage parce que à côté, il y a un morceau qui fait cling, 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 cling. Et là, le pomme cannelle, le fameux pomme cannelle, il faut dire les choses comme ils sont. L'autre est sorti de l'école, ou pas pour macaron, obligé de prendre pomme cannelle là. Regardez-moi comme cannelle là, fait là, tranquille. Ça, c'est famille et puis pain au beurre, maman là, c'est même pâte là. Alors, est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Ah, ouais. Eh bien, je vous dis merci. Merci à vous. C'est pas marin pêcheur parce qu'il y a le monde qui a un chapeau en la tête et puis les lunettes noyées là parce que le soleil là qui battre. C'est un bouc avant de sorbet. Il y a pas différents parfums avant. Oui, je avant de sorbet coco, manioc, goyave et cacahuète. Oui, nous avons fait ça à Martinique et nous venons la France pour nous faire goûter un bon sorbet des Antilles. Lorsqu'on dit nous un bon sorbet des Antilles, les différents, qui parfum qui a couru le plus, il apprend plus? Normalement, c'est coco qui toujours marché. Et puis là, je fait goûter cacahuète là qui a marché. Et actuellement, manioc là, je n'ai pas arrivé ni assez manioc. Là, je suis venu à peu près 23 kg manioc. Hier, le dernier manioc est arrivé, je suis fait 4 kg rentrée. Pour finir faire juillet. Le modèle manioc là, c'est pas n'importe qui manioc. On va faire ça, vous expliquer c'est mon nom, parce que le manioc là, on va faire farine, c'est pas ça? Ah ben oui, il y a le monde qui a trompé koyo, parce que je dis manioc, parce que tout le monde prend qualité sorbet. Mais c'est plus farine manioc que je fais. C'est qui a sorti des Antilles. Farine manioc là, on sait que si on passe à faire farine manioc là, c'est pas pareil parce qu'il y a une bonne mouchage là-dedans. Il faut que c'est une bonne farine qui a une bonne mouchage pour nous faire farine manioc là. Et parlez-nous de Guyave là pour nous finir. Eh bien, Guyave là, de la Martinique, c'est même là, c'est puis jumeau pelé, ma café. Pas de problème. Ouais, et puis la Martinique. Cacahuète là, on va dire un pistache pour nous. Cacahuète, c'est moi qui ai vu de la Martinique, il les a vendus des cacahuètes, il a pilé et puis il a alors c'est des listes de cap toutes ces bêtes là. C'est la Martinique nous placer à Saint-Anne Cap Chevalier. Et nous avons fait au moins 25 parfums. Nous avons fait avocat, citronnelle, joumou, tous ces parfums là nous avons fait. Nous avons fait au moins 25 parfums. Il faut nous lors de son vacances on est là, là on passe par côté Cap Chevalier, il fait bruit. Oui, vous en savez. Et moi je moi fini et vous DSP Red là, sorbet DSP Red. Ouais. Monsieur moi sorbet DSP Red, il fait mi bruit pour pas vous. OK, pas de problème. Pas besoin de ça.